Philippe. Ah, pardon. C'était un bref remarque et une question pour Yann Corbel. In English, perhaps. So the comment is that your findings look to me as congruent with what is known in yeast-directed evolution for fast proliferation. Aneuploidy, fragmentation of chromosome, and so on. So some yeast strains have been selected in the bread or beer industry for and grown for ever faster growth for 150 years. And you see that it is not point mutations that seem to be the preferred way of evolving, as in bacteria. In bacteria, you don't see reorganization even when you push hard for proliferation. And so there might be some regime. So the question would be that to know how it is linked to all this DNA that is not coding in itself and so on, and whether there would be different regimes of evolution for, let's say, bacteria. And the question is about so-called contagious cancers. You know, there's this emerging feature of cancer becoming contagious in the Devil of Tasmania and stuff. What kind of genetic accidents have been compiled in these contagious cancers? Well, thank you for the question. So I'm going to take them one by one. First of all, it is indeed a very interesting observation that in other systems, namely in yeast, you would also observe primarily structural abnormalities driving a specific phenotype. There is indeed work, for instance, by Angelika Amon's group, showing that with that aneuploidy can lead to selective advantages if the environment is changed somehow. So I believe that the switch of the environment is really essential here. So the analogy that you gave, yeast that are grown for proliferation, they're grown for production essentially. So it's a biotechnology problem. We want a yeast that produces something like very good French wine in a very nice way. So we're enforcing a new environment on them. In cancer, these cells are the cells that would like to proliferate and are bound to become a cancer, have to also work with environmental threats posed by them, including threats by the immune system, by local factors of the stroma, and are adapting to, very rapidly adapting to a new environment. There's indeed quite some evidence that structural alterations may enable cells to do that in a fairly rapid sense. And so the second question you posed relates to the very interesting phenomenon of contagious cancers or clonally transmissible cancers. There's examples for this from dogs, from the Tasmanian devil, as you mentioned, and also more recently, earlier this year, a Cell paper described a clonally transmissible cancer in bivalves, essentially mussels, which makes this bivalve cancer probably the most common cancer worldwide, since these bivalves are common not only to Northern America but also to European coasts, France, Spain, and so on. And so the studying these cancers is not entirely, these cancers are not entirely studied the same way as we're studying human tumors, where we have typically a matched tissue from the patient, which we can compare our genetic variations with, which allows us to understand which alterations arose somatically versus which were present there previously. This is not so trivial for cancer that is many generations old already, as is the case for the Tasmanian devil tumor. I believe, although I'm not studying these tumors myself, that specifically for dog tumors, lots of advances can be made by simply studying genetic variation in a large number of dog breeds, and hence obtaining an understanding of alterations that arose somatically in these tumors. And a prevalent hypothesis is that specific alterations that enable these tumors to combat host mechanisms, specifically immune defenses, is
the principal way by which such a clonally transmissible cancer can arise. And the one in dog, for instance, is sexually transmitted, so there may have been some adaptations towards enabling such a transmission too. The one in Tasmanian devils, as far as I know, is transmitted by local bites. What seems interesting in this lineage, this cancerous lineage, is that it can go on for tens of thousands of years. So that we see the end point, perhaps, of adaptation to proliferation, dissemination, and resistance to immune systems. So. Absolutely, yeah. I've heard people refer to these as the oldest cancer cell lines that are out there. Jean-François, vous aviez une question? Poser une question à Alain. Alain, tu nous as brillamment exposé tout ce qui est fait et envisagé sur les maladies impliquant des cellules souches et sur en division. Pour les autres maladies génétiques, est-ce que je pense à la mucoviscidose, à la myopathie de Duchenne et d'autres, est-ce que c'est un mur absolu ou est-ce qu'il y a quand même des pistes pour l'avenir? Alors, il faudrait, pour être à peu près correct, répondre de façon détaillée et difficile de donner une réponse globale. J'ai indiqué brièvement deux exemples de résultats tangibles obtenus où l'on ne cible pas vraiment des cellules souches. J'ai parlé du foie et l'hémophilie. On peut penser à d'autres applications sur certaines maladies hépatiques. Et j'ai dit un mot sur les pathologies rétiniennes, qui, je crois, est un sujet intéressant, même s'il est difficile, parce que, évidemment, les malades peuvent être traités un peu tard, à un moment où ils ont déjà perdu beaucoup de leurs cellules rétiniennes. Dans le domaine des maladies neuromusculaires, à nouveau en utilisant des vecteurs AAV en quantité notable par injection systémique, en essayant de cibler tel ou tel type de muscle, il semble qu'il y ait des progrès assez significatifs qui aient été obtenus. Il faut être, je pense, extrêmement prudent. Dans des modèles expérimentaux dont on connaît les limites animaux, il y a des résultats vraiment impressionnants. On sait que la transposition à l'homme est loin d'être toujours le cas, mais il y a des résultats préliminaires non encore publiés, par exemple pour l'amyotrophie spinale, qui est une maladie qui provoque une dégénérescence à la fois nerveuse et musculaire dans les formes sévères dès les toutes premières années de vie, qui sont vraiment impressionnants. J'ai entendu un exposé d'un chercheur de Philadelphie sur une série de 12 malades, encore en vie à l'âge de 2 ans, avec des fonctions neuromusculaires presque normales, après injection d'AAV fait très tôt dans la vie, qui est probablement un élément très très important d'un possible succès. Donc il y a des pistes. Pour la mucoviscidose, ce qui n'est pas du tout mon domaine, donc je peux me tromper, mais là par contre je crois que la situation est beaucoup plus compliquée, parce que les cellules épithéliales du système respiratoire se renouvellent fréquemment. Donc il faut, si l'on veut être efficace, il faut pouvoir cibler les cellules souches. Les cellules souches, contrairement à celles de la moelle osseuse, ne sont pas facilement accessibles. Elles sont en petite quantité. Et donc, il est difficile de les transduire et d'obtenir donc un effet stable. Et de plus, le risque de réponse immune au niveau de l'épithélium respiratoire est majeur, et donc de destruction des cellules transmises. Donc, autant que je le comprenne de mes lectures, nous sommes loin du but. Et donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a encore un mur très élevé face aux chercheurs. Question ? Ce qui est très intéressant quand même, c'est que ces présentations illustrent comment la génomique moderne sont plus puissants et n'est puissante en fait que quand elle est alliée vraiment à des bases moléculaires et une compréhension des mécanismes en détail. Quand on pense que ce soit Schenck et tout le complexe, qu'il s'agisse de P53, BRCA, etc., les corrélations, les associations sont une première indication, mais il reste aux biologistes effectuant ce genre de recherche de rester très très maîtres de tout ce qui est biologie fondamentale et recherche fondamentale sur les mécanismes afin de savoir comment en fait déployer ces connaissances dans le contexte de leur analyse. Bon, je crois que maintenant nous pouvons... Une dernière question, Jean-Claude ? Ah, pardon. Question pour un nul, si c'est permis. Vous nous exposez face à des pathologies qu'en examinant le génome de ces patients, on voit des altérations du génome.
est-ce que des personnes qui ne présentent pas cette pathologie pourraient avoir aussi cette altération et avoir néanmoins survécu à cette altération? Que sait-on, autrement dit, sur la réciproque? Thomas veut dire quelque chose là-dessus parce que tu y as en fait fait allusion. Oui, tout à fait. Donc cette question est vraiment importante. Et en fait, en particulier, je pense pour l'autisme, on a beaucoup travaillé sur les mutations de novo et on n'a pas beaucoup travaillé sur ce qui est hérité. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ce qui est hérité parce qu'en fait, on ne voit pas grand-chose. Et en particulier, là, on a des résultats assez étonnants. C'est-à-dire que les gènes mutés de novo, qui sont vraiment bien validés, hein, c'est vraiment des gènes qui sont reconnus, qui ont été identifiés dans plusieurs cohortes de patients, eh bien ces mêmes gènes, quand ils sont mutés, on les voit quelquefois mutés chez des parents, chez des enfants non atteints, et quand ils sont transmis, ces gènes, quand je dis ces gènes, c'est des mutations stop ou qu'on appelle likely gene disrupting, qui cassent la partie codante en particulier du gène. Eh bien, en fait, on voit dans 2% des personnes des mutations qui se transmettent sans effet, en tout cas, majeur sur le phénotype. Donc, en fait, le problème, c'est d'avoir ces mutations de nouveau, mais quand on les a transmises, il semble qu'il y ait une compensation, enfin, chez certaines personnes, une compensation. Donc, on est en train de regarder, effectivement, l'effet de quels sont les facteurs compensateurs. Mais enfin, je ne veux pas non plus que le message, ça soit que ces mutations ne font rien. Quand on a ces mutations de novo, on a vraiment, c'est très délétère. J'aimerais poser la question à M. Schaschrer. Comment est-ce qu'il réagit avec son panel d'espèces de levures séquencées à l'éventualité de bouffées d'apparition de ces événements de structures localisées? C'est-à-dire Est-ce que vous imaginez la possibilité, dans votre comparaison évolutive des différents génomes d'espèces différentes, est-ce que vous imaginez ou vous voyez la trace de bouffées d'apparition de changements de structure de petite taille localisés et avec impact fonctionnel? Un des problèmes qu'on a pour l'instant, c'est la taille de l'échantillon qu'on a par rapport à ça. Donc c'est difficile de voir quelque chose à l'heure actuelle. On pourra voir ça si effectivement on aura une taille plus importante de cas. Mais par contre, je rejoins Thomas, c'est-à-dire qu'effectivement, on a dans certains... ce qui est important et ce qui est très clair, c'est que faire un distinguo entre hérédité mendélienne et hérédité complexe n'a pas beaucoup de sens, dans la mesure où une mutation monogénique a un sens quand on prend un fond génétique précis, donc dans le cadre de croisement précis. Et c'est pour ça qu'effectivement, qu'on a une mutation monogénique qui a un impact sur, ou qui conduit à un phénotype, bah effectivement, dans un autre fond génétique qui peut ne pas aboutir à ce phénotype. Et ceci est assez clair à l'heure actuelle. Après, effectivement, il y a des proportions. Et effectivement, quand on a regardé une mutation monogénique précise, dans 70% des cas, effectivement, ça conduit à ce phénotype. Mais dans 30% des cas, on a une dérive et une déviation de ce phénotype-là avec une expressivité, une variation de l'expressivité du phénotype. Et ça, je pense que le cas qu'on a montré est assez clair dans ce domaine. Merci à tous les conférenciers, merci au public.